Alors, bonjour à tout le monde. Donc, voilà, donc Radouane Kassir, je suis un des chirurgiens à Saint-Étienne. Chers confrères, merci pour cette invitation. Alors, je vais vous parler pendant 3-4 minutes sur le rapport de l'AFC sur la chirurgie ambulatoire. Donc, la chirurgie ambulatoire fait partie encore du domaine de l'innovation. Le mot-clé, c'est un mot-clé qui ressort encore une fois à l'AFC 2017, même si cela, ça fait quand même 50 ans qu'on fait de la chirurgie ambulatoire aux États-Unis et 25 ans en France. Alors, le rapport était très clair, très intéressant. Les présentations de ce matin étaient très claires aussi. La présentation insistait beaucoup sur le bénéfice de cette chirurgie ambulatoire à la fois aux patients. D'ailleurs, on ne doit plus parler qu'en termes d'actes ambulatoires, mais plutôt, comme vous l'avez dit ce matin, plutôt en termes de patients ambulatoires. Et c'est aussi un bénéfice pour les établissements, puisque actuellement la chirurgie ambulatoire dans beaucoup de centres est devenue la vitrine de l'établissement. Alors, le message fort de ce rapport, je notais plusieurs, mais les trois principaux. Donc, première chose, nous avons, comme vous l'avez dit ce matin, atteint le chiffre fixé pour 2015 de 50% de chirurgie ambulatoire, même s'il y a encore une disparité donc, régionale, sectorielle et même au sein du CHU. Chirurgie ambulatoire, c'est très bien, mais il faut surtout une bonne organisation, avec un parcours bien dédié, spécifique pour chaque patient. Donc cela nécessite, première chose, une motivation et une collaboration de toute l'équipe. Ça commence par l'aide-soignante, bien sûr, ou l'aide-soignant, avec le plateau repas de midi, etc., jusqu'au chirurgien. Ça nécessite aussi une bonne cohérence du discours entre l'anesthésiste, avec le patient, et un patient qui doit être bien informé des risques et du parcours. Il faut aussi minimiser le temps qui ne rapporte rien au patient, avec une meilleure gestion du flux et éviter le brancardage des fois un peu excessif et favoriser vraiment la verticalisation du patient. Le troisième point fort que j'ai retenu, c'est que les indications. Alors en fait, tout geste, de point de vue théorique, peut se faire, en tout cas en fast track, mais aussi en ambulatoire. Par exemple, les appendicites peuvent se faire en ambulatoire, mais ça nécessite une organisation bien particulière, des critères qui sont bien précis. Ça a été donné, par exemple, l'exemple de globule blanc inférieur à 15 000, etc. L'âge, donc ça c'est quelque chose que, nous, c'est vrai qu'à Saint-Étienne, on avait tendance ne pas vraiment faire de l'ambulatoire chez les patients âgés. Et là, on se rend compte qu'effectivement, l'âge n'est plus un critère d'exclusion. Il n'y a plus d'âge pour la chirurgie ambulatoire. Et donc, en conclusion dans ces messages, il y a en gros 3 types de gestes ambulatoires. Il y avait les gestes dits ambulatoires recommandés, donc c'est des gestes classiques, hernie, vésicule, etc. Les gestes qui sont faisables, notamment la chirurgie colorectale, et les chirurgies ambulatoires à documenter. Donc il y en a plusieurs, je cite la sleeve, le bypass, les surrénales et l'hépatectomie. Donc en gros, en fait, nous avons quand même bien avancé dans cette chirurgie bariatrique. Il y a encore des efforts à faire, notamment la création. Alors je ne sais pas s'il y a des formations ou des diplômes de ce type, formation à la chirurgie ambulatoire, notamment la simulation. Alors voilà, donc ça, il faut bien favoriser ce type de formation. Et il faut lutter aussi contre les personnes opposant à cette chirurgie ambulatoire, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau même collègues chirurgiens, anesthésistes, etc. Et que le professeur Thiboulet a appelé ce matin les ambulatorix. Voilà, donc c'est ce que je voulais parler un peu par rapport à ce rapport et la présentation de ce matin. Oui, vous avez bien résumé. Vous avez bien résumé. Je pense qu'il y a 3 mots-clés, en fait. C'est organisation. Il faut s'organiser dans son équipe avec ses anesthésistes et la surveillante, la direction de l'établissement. C'est une question d'organisation et quand c'est organisé, ça marche très bien. Le deuxième mot, c'est la progression. Il faut étendre au fur et à mesure le champ de ses compétences. On commence avec des hernies, on continue avec des vésicules, on passe ensuite à des chirurgies plus lourdes.
surtout quand on a intégré la RAC. Et enfin, le troisième mot, c'est le suivi. C'est le suivi, c'est-à-dire que la chirurgie ambulatoire, ça ne s'arrête pas quand le patient rentre chez lui. Ça s'arrête quand on le revoit à la consultation. C'est un parcours et on est responsable de ce suivi hors de l'établissement. Mais c'est très motivant parce que les gens sont contents, on leur apporte une autonomie complète, rapide, et puis on évalue très bien ce qu'on fait. C'est très important d'évaluer avec les gens avec qui on travaille, les anesthésistes, les surveillantes, etc. Où est-ce qu'on peut améliorer les choses. C'est un laboratoire en fait. Donc, bonjour, moi je suis Cécilia Frasconi, chef de clinique assistante à Marseille. Donc, je suis allée écouter attentivement le rapport sur les appendicites aigus de Catherine Arvieux et de son équipe. Alors, si on devait résumer un petit peu les choses, on a commencé par dire qu'on faisait aussi bien que dans les années 50, ce qui, quand on commence un rapport, fait un petit peu bizarre. On se dit, bah, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de mieux? Mais on a un peu d'espoir, finalement, parce qu'on se rend compte qu'avec l'ambulatoire, on va vraiment vers quelque chose d'un peu nouveau, grâce notamment à l'équipe de Saint-Antoine et son fameux score, et puis le PHRC dont nous a parlé M. Régimbaud. Donc ça, j'espère qu'on va pouvoir améliorer les choses. Finalement, j'espère qu'il y a eu des messages forts pour les jeunes qui étaient présents, notamment sur tous les signes cliniques dont on a parlé. Finalement, ne pas s'attendre à avoir quelque chose qui ressemble typiquement comme dans les bouquins qu'on a tous lus, enfin je l'espère, avec des tableaux qui sont généralement surtout marqués par la douleur, des fois pas de syndrome inflammatoire, des fois pas de fièvre, enfin souvent pas de fièvre, parfois pas de défense. Donc ça, c'était vraiment le message fort. Et puis, ça, vraiment, d'avoir, ça on le sait un peu par expérience, mais des tableaux qui sont vraiment très critiques et très marqués chez le très jeune enfant, chez la personne très âgée. Et qui dit tableau marqué dit forcément plus de complications et plus de mortalité. Donc ça, c'est vraiment le message. Il ne faut pas prendre à la légère les appendicites chez les personnes très âgées. Mais bon, enfin, ça, j'imagine qu'on le savait déjà un petit peu. Alors, moi, je vous avais surtout posé une question à la fin de la présentation, enfin, quand vous étiez déjà réinstallé sur votre fauteuil, mais on a tendance à Marseille à faire encore un petit peu de McBurney. Je vous ai demandé si vos chiffres en termes de délai d'hospitalisation étaient aussi bien, moins bons ou meilleurs que pour la cilioscopie. Vous m'avez dit moins bons, mais bizarrement, des malades qui étaient plus fragiles, plus âgés, qui avaient des tableaux plus marqués, et pourtant on leur a proposé une chirurgie où on voit moins bien, on fait moins bien. Nous, dans notre expérience, on a tendance à proposer ça vraiment à des patients qui sont au contraire plus jeunes, qui ont tendance à être minces, qui ont des appendicites peu compliqués et des appendicites qui, au scanner, puisqu'on fait beaucoup de scanners, nous, qui se présentent très très bien pour le McBurney, en pratique, des chirurgies qui durent 10-15 minutes peau à peau. Et ce sont des malades, j'ai l'impression, qui vont encore mieux que les cilioscopies. Ils n'ont pas les douleurs des épaules liées à l'insufflation. Ils sont demandeurs à sortir dès le soir même, ce qu'on ne fait pas en pratique parce qu'on n'a pas de chirurgie ambulatoire très bien instaurés comme dans d'autres centres, mais qui vont encore mieux que la cilioscopie. Donc peut-être que l'idée, ça serait, notamment par le biais de ce PHRC, si voir que ces malades hyper sélectionnés, qui vont au contraire mieux que les autres, sont pas de bons candidats à faire une chirurgie de McBurney, qui est quand même moins invasive, surtout quand elle est très très bien sélectionnée. Et puis j'attends avec impatience que ce PHRC commence pour pouvoir dire à qui on peut vraiment faire de l'ambulatoire et si on peut améliorer ces chiffres des années 50. Merci Cécilia, donc tu as bien écouté. Moi, je reprendrai en disant que quand même, ce que montre l'étude, effectivement, tableau infectieux, globalement beaucoup moins marqué que ce qui est dit. Il y a la fièvre moyenne de l'adulte jeune, elle est à 37,3, donc dire qu'on attend la fièvre, c'est presque le contraire. Voilà. Le tableau douloureux est plus marqué, puisqu'on voit que les EVA 4, 5, 60% des patients, en fait, c'est des gens, en gros, c'est un jeune, un peu plus un homme qu'une femme, qui a entre 10 et 20 ans dans sa majorité, mais qui peut être un peu plus des deux côtés, et qui a très mal, qui a pas forcément de fièvre et de syndrome inflammatoire, et chez qui on a fait une imagerie, puisque c'est quand même un des grands messages de ce rapport, c'est que 2% seulement des patients ont été opérés sans imagerie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même 10% des patients opérés qui ont été mis en ligne par les chirurgiens, qui ont vraiment adhéré au cahier. Et donc, ça veut dire que maintenant, faire une appendicectomie sans imagerie, c'est vraiment la rareté. Et donc, on l'a forcément, cette imagerie. La question du scanner est un vrai problème, parce que même si c'est du low dose, l'irradiation des jeunes, c'est pas une préoccupation majeure des chirurgiens, mais c'est une préoccupation majeure des pédiatres. Et quand on voit qu'on avait quand même des bons résultats en faisant
aux enfants et aux jeunes en grande partie que des échographies. La question des scores et de l'ambulatoire hein, qui va derrière, parce que l'ambulatoire, faire un score, ce n'est rien d'autre que de prédire que l'ambulatoire va marcher, qui s'appuie sur un scanner, c'est-à-dire que pour gagner de l'argent et moins hospitaliser longtemps les gens, on va leur faire des scanners et les irradier. Et des jeunes, hein, donc c'est une vraie question. Je pense que et les gens qui proposent des PHRC et qui mettront le scanner obligatoire comme un critère de perforation hein, dans le cas, parce que c'est plus facile d'avoir une micro-perforation à côté de l'appendice au scanner qu'à l'écho, ont une responsabilité de ce côté-là parce qu'ils transforment une pratique qui actuellement et ils risquent aussi, alors c'est un peu ce que j'ai montré dans ce travail, c'est qu'on a regardé les patients qui avaient un scanner, c'est 40% de l'étude à peu près. Donc on exclut 60%, mais en fait on exclut les plus jeunes, ceux qui sont en meilleur état, parce qu'on fait les scanners aux plus fatigués. Donc voilà, il faut poser le pour et le contre et peut-être réfléchir à un autre score de prédiction de l'ambulatoire qui ne comportera pas le scanner obligatoire, peut-être l'échographie. Et deuxième élément très important et qui est un vrai défaut actuellement des études, c'est que la notion d'appendicite compliquée, donc un risque, n'est pas clairement définie. Il y a des critères scanographiques, anatomopathologiques, cliniques, voire le PMSI à la fin. C'est-à-dire, a posteriori, on dit elle était compliquée, hein, on a regardé la NAPAD et tout. Ça fait 4 sortes de critères, et dans certains cas, les critères d'évaluation font partie des critères d'intégration du patient. Dans le cas du scanner, par exemple, ça permet à la fois de dire qu'elle est compliquée, il y a un pneumo, et puis ça permet de l'évaluer a posteriori pour dire qu'elle était compliquée. Justement, j'ai une petite question à propos de ça, parce qu'entre le topo de M. Régimbaud juste avant et puis le rapport sur les appendicites aigus, j'ai finalement pas bien compris ce qu'il fallait faire de ces appendicites compliqués. Il y a des écoles qui prônent vraiment le traitement médical premier, une appendicectomie à froid. Nous, si on fait ça, on se fait un petit peu houspiller, hein, on opère tout le monde d'emblée, ce qui en pratique est souvent largement faisable. Hein. Ça rend la chirurgie un tout petit peu plus longue, un tout petit peu plus laborieuse, mais enfin, quand même la plupart ont des suites simples. Est-ce qu'on sait ce qu'il faut faire ou justement c'est une grande question plus tard? Non, on sait. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on entend par appendicite compliqué. Là, je parle des plastrons, des abcès, la péritonite, on n'a pas trop de doute, il faut les opérer d'emblée. Mais le plastron et l'abcès. Oui. La définition de l'appendicite compliqué, si on dit appendicite compliqué, ça veut simplement dire, si on prend la communément admise, ça veut simplement dire qu'il y a des signes de nécrose ou de perforation de l'appendice, normalement à l'anapathe, mais éventuellement à la radiologie. Donc en fait, si tu prends les abcès et les plastrons, c'est très peu de patients de l'étude, c'est les 94 patients là de mémoire, et donc 92 qui ont eu une antibiothérapie d'emblée, qu'on n'a pas opéré, et ça actuellement, la conduite à tenir en cas d'abcès avéré ou de plastron, le plastron c'est clinique, hein, de plastron, donc qui est un peu la même chose, hein, voilà, et ben là, tout le monde, il y a un consensus général, c'est antibiothérapie première, risque d'appendicite au moins pour la moitié des patients après, et donc discussion qui se discutent. Nous, on ne le fait pas du tout. Hein. Il n'y a jamais de refroidissement sous antibiotiques dans notre service. Jamais. Et après, ça va tu pas parles trop de service. mal. Je veux pas t'accabler, mais quand même, quand tu regardes que 92% des gens sont opérés en cellulose dans les 2000 patients qui ont été rentrés dans le rapport, et qu'il y a une antibiothérapie première pour que des abcès, je veux dire, votre expérience à Marseille, c'est pas l'expérience. Est-ce que ça vaut pas le coup d'être étudié également? Général, voilà. En termes de coûts socio-économiques aussi, parce que ça fait 2 hospitalisations, surtout s'il y a une récidive, mais a fortiori s'il y a une appendicectomie à froid. Donc, Vous opérez même les plastrons. Oui. C'est vraiment, c'est pas la règle, et ça n'a jamais évidemment, été. ça n'arrive pas souvent, hein, mais oui. Mais ouais. J'espère que ça sera étudié aussi Eh ben, dans le PHRC. Oui, parce qu'on va faire une revue, ce que j'ai pas eu le temps de faire évidemment. Il va y avoir une revue radiologique des dossiers par un radiologue qui va justement reclasser les patients, parce que typiquement le plastron c'est quelque chose qui est clinique mais qui peut se voir également. Après ça sort de nulle part, hein. Il y avait quelques papiers qui étaient sortis sur le fait qu'on pouvait opérer les plastrons d'emblée et que finalement, voilà, donc on l'a pas fait, on n'est pas des cow-boys, hein, mais... Merci. Merci tout le monde. Merci. Oui. Oui. Pour lequel? Disons, j'ai bien suivi votre brillante communication, mais en fin de compte, il n'y a rien qui permet de décider immédiatement s'il faut traiter médicalement ou s'il faut opérer. On est resté dans les anciens dogmes, l'incertitude du diagnostic. On traite médicalement et puis on se retrouve au bloc opératoire et vice-versa.
Actuellement, je dirais, il y a une certitude sur, bon, on va dire, dans la majorité des équipes pour traiter par antibiotiques les plastrons. Il y a des études en cours pour traiter par antibiotiques en informant les gens qu'ils ont un risque de récidive. Vous avez vu à peu près 30 à 40% des cas, s'ils sont d'accord et s'ils veulent prendre le risque ou s'ils sont contre l'opération, ça peut se justifier, puis il va y avoir des essais. Mais sinon, actuellement, le dogme, c'est qu'une appendicite, on l'opère. Voilà, il y a pas de... on ne peut pas décider simplement sur quelques études que les appendicites les plus simples, on va les traiter par antibiotiques avec le risque de récidive qui existe quand même, hein, et qui est en plus majeur en cas de stercolite. Et on sait que les stercolites, on ne les voit bien, alors on les voit parfois bien à l'échographie, mais c'est surtout au scanner. Donc ça veut dire, ce que je redisais déjà avant, c'est faire des scanners à tout le monde, c'est quand même pas une décision qu'il faut prendre à la légère, parce que c'est des enfants quand même. Voilà. Merci.